Le football, ce n'est pas que du sport, on le savait, c'est aussi une fierté nationale et parfois une affaire de gros sous. C'est aussi de la géopolitique. Olivier Mouton refait le match, ou plutôt les matchs, dans cet ouvrage paru chez Armand Collin, que voici hors jeu. 22 matchs de foot qui ont marqué l'histoire. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes journaliste à l'hebdomadaire Le Vif l'Express et donc vous êtes l'auteur de ce livre que je viens de montrer. Donc on va parler football, mais pas seulement, parce que c'est vrai que le football touche la société. On va revenir à cette actualité dramatique, cet attentat à Manchester la nuit dernière, et le club Manchester United, que le monde entier connaît, donc a tenu à rendre hommage. On voit ici avec cette minute de silence. Et aujourd'hui, on se dit que les stades sont devenus des cibles potentielles. C'est vrai que c'est inquiétant ? Mais oui, on l'a vu en France le 13 novembre 2015, quand le football a été pris pour cible avec le France-Allemagne de triste mémoire. Et puis il y a eu le Bataclan qui a été encore plus dramatique, évidemment. Le football, un peu comme la musique pop-rock, est devenu un phénomène énorme et est surtout devenu un symbole de joie collective, un symbole de liberté, un symbole d'économie aussi libérale. Et c'est devenu donc une cible pour des mouvements comme l'État islamique, absolument. Et au travers de votre livre, donc, vous nous racontez comment le football finalement a fédéré l'Europe avant la CE, avant l'Union européenne. Ça a été un facteur déclenchant. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est que le football est à la fois une métaphore de l'histoire, mais aussi un acteur. Et effectivement, en 1954, quelques pays se réunissent pour créer l'UEFA, donc l'organisation qui organise le football européen. C'est 3 ans avant le fameux traité de Rome qui crée les communautés économiques européennes. Et donc, à plusieurs reprises dans l'histoire et à travers les matchs qui sont un peu des symboles, hein, c'est un peu des événements à partir desquels je tire le fil pour un peu raconter ces événements et surtout des grandes pages d'histoire. Et donc, on part des dictatures, on parle de la guerre, on parle de la guerre froide, on parle de la construction européenne, mais aussi de l'élargissement, on parle du néolibéralisme. Donc, ça évoque un peu toutes les grandes pages d'histoire de l'Europe. Oui, justement, vous nous rappelez que Mussolini, par exemple, a fait sa propagande grâce au football, mais d'un autre côté, il y a aussi ceux qui ont réussi à libérer des Juifs. Je pense à l'Ajax Amsterdam. Donc c'est vraiment à qui profite d'abord le football ? Aux dictateurs ou aux révolutionnaires ? Ceux qui ont compris qu'il avait une force extraordinaire. Mussolini a été un dictateur qui, le premier, alors que le football était encore assez balbutiement quelque part, hein, il a compris la force, le pouvoir émotionnel du football pour en faire un outil de propagande pour son régime. Et à côté de ça, on a un petit Autrichien qui s'appelle Matthias Sindelar, qui était un joueur de l'équipe d'Autriche, qui quelque part a défié le régime nazi quelques années plus tard. Donc le football, c'est un instrument qui peut être utilisé par ceux qui ont compris sa force. Oui, il y a des héros qui sont tout au long de votre livre. C'était compliqué de choisir ces 22 matchs parce que, par exemple, je pensais à ce match qui a très très mal tourné, Dynamo Zagreb et l'Étoile Rouge de Belgrade en 90. C'était un signe avant-coureur de la guerre des Balkans. Celui-là, vous n'en parlez pas. Pourquoi ? Parce que là, j'ai pris le pli de prendre quelque part le côté positif de l'histoire, qui était cette fameuse victoire du Danemark à l'Euro en 92, et qui a profité justement du fait que la Yougoslavie, malheureusement, à cause de la guerre, n'a pas pu en profiter. Donc effectivement, dans ces tranches d'histoire, on pourrait prendre énormément de matchs qui ont marqué. Beaucoup de Français m'ont fait remarquer que je n'avais pas parlé du France-Allemagne de Séville en 82, qui visiblement est un traumatisme national en France. Et donc, effectivement, mais je parle déjà beaucoup de l'équipe de France. Donc, il fallait faire un choix. Il fallait faire des choix. C'est ce que vous êtes en train de m'expliquer. Voilà. Effectivement, c'est tout à fait logique. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ultranationalisme, du nationalisme. Il y a des tragédies. C'est vrai qu'il y a beaucoup de côtés positifs, mais il y a des tragédies. Vous revenez sur ce qui s'est passé en Belgique avec les hooligans. Vraiment, ça peut marquer l'histoire d'un pays. Ah, ça marque l'histoire d'un pays. La fameuse finale Juventus de Turin-Liverpool, avec un but de Platini d'ailleurs, hein, et un drame terrible, 39 morts et des centaines de blessés. Ce que l'on peut constater aussi, c'est que ce moment-là, je raconte qu'il n'a pas donné lieu à beaucoup de sanctions de la part des hooligans, si ce n'est que les clubs anglais ont été interdits de compétition européenne pendant 5 ans. Mais par contre, ça a généré ce drame-là et d'autres, parce qu'il y a eu plusieurs drames dans des stades en Angleterre aussi dans la même période. Ça a généré quelque part la mutation du football populaire en un football business,
où les places dans les stades coûtent cher, où Margaret Thatcher en a fait quelque part un instrument aussi de lutte contre le hooliganisme. Oui, et vous racontez d'ailleurs les débuts assez, d'ailleurs dans un milieu ouvrier, en 72 en France, en 1872, attention. Et maintenant, on en est arrivé au foot business. Alors là, vous revenez sur l'affaire Tapie en France, où il y a encore le Qatar qui rachète le PSG. Vraiment, ce côté bling-bling, ce côté argent, c'est ce qui marque aujourd'hui? C'est un peu une métaphore de notre société marchandisée. Hein. C'est vrai que c'est devenu le football est devenu un sport gigantesque, 400 milliards à l'échelle planétaire. Donc c'est des chiffres qui défient toute concurrence aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on imagine qu'en 1872, ce sont quelques ouvriers au port de Havre, derrière des palissades, qui jouaient à un sport où les gens regardaient en se demandant ce qui se passait, on voit où on en est aujourd'hui. C'est devenu quelque chose de planétaire et qui, effectivement, marque aussi l'histoire politique et économique de nos pays. Et comment vous expliquez le succès de ce sport qui finalement est assez récent? D'abord, il n'est pas si récent que ça, parce que l'histoire du football, sous ses formes précédentes, remonte à l'Empire aztèque, à la Chine, à l'Italie, il y a très très longtemps, à Florence. Donc, il n'est pas si récent que ça, mais sous sa forme contemporaine, c'est-à-dire formalisée par l'Angleterre, il a un succès simple parce qu'il est simple, justement. C'est un sport très simple et qui, en même temps, est un peu la métaphore de plein de choses. Au début, le football avait une dimension religieuse, d'ailleurs, hein, quand il a été créé dans les empires dont je parlais. Et puis aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très simple qui est compréhensible par tout le monde et qui peut se jouer facilement, y compris sur les tranchées de la guerre 14-18. Oui, très belle histoire. Ouais, c'est voilà, sur le front de l'Isère, là, le temps suspend son vol, hein, pour citer la marquée. Rappelez-nous ce match, quand même, un match pour la paix. C'est un match pour la paix. Ce sont les soldats qui sont sur le front de l'Isère et puis qui, tout d'un coup, la veille de Noël, décide de cesser les hostilités, de boire un verre, mais aussi, quelque part, de déposer 2 casques, de prendre ce qu'ils trouvent et d'entamer un match de foot. Alors que les heures précédentes et les heures qui suivent, ils vont sans doute provoquer un massacre. Donc on est dans quelque chose qui est aussi une force symbolique extraordinaire. C'est votre match préféré ? Oh, ils sont tous mes matchs préférés. Quelque part, le premier est le plus beau parce que c'est celui qui déclenche tout. Il y en a d'autres dont je n'ai pas parlé qui impliquent la Belgique, qui sont tous... mais ce sont des films, en fait, ce sont des histoires magnifiques. Et d'ailleurs, le match de la paix, le 25 décembre 1914, a donné lieu à un film. Absolument. Merci beaucoup, Hors-jeu, voilà, aux éditions Armand Collin. Merci à vous d'être venu sur notre plateau, Olivier Mouton.